Allez, salut tout le monde, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a des choses à se dire. Aujourd'hui, c'est une journée importante, je pense, pour les cryptos. La clôture sera vraiment capitale. Tout simplement mais parce que ce matin, je vous le cache pas, je reçois toujours les alertes. Donc je me lève, je vois l'alerte sur mon téléphone, Bitcoin, alerte Ethereum, je me dis aïe, punaise, ils nous ont enfoncé les supports. Je le sentais venir. Je me suis dit, ils vont venir juste chasser dessous, c'est ce qui était prévu. Et à ma grande surprise, j'arrive et au contraire, je vois que ça reverse. C'est pas pour me déplaire, bien évidemment. Euh, Maintenant, il va falloir que ça tienne les clôtures. Voilà. On va être pragmatique. Alors déjà, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais le faire en guise d'introduction avant de voir ma boîte mail bombardée de questions sur qu'est-ce que c'est que ce nouvel indicateur. Donc ce n'est pas un nouvel indicateur, c'est tout simplement la version 1.20 de Sinewave qui va pas tarder à arriver. Je peaufine encore 2-3 conneries dessus et ensuite je vous la sors. Donc voilà, la nouveauté c'est que vous allez donc avoir un petit canal ici qui est tout simplement, en fait maintenant dans Sinewave je vais incorporer une petite partie de cadre technique, c'est-à-dire que vous pouvez toujours, et je vous recommande toujours de faire un cadre technique personnel, c'est-à-dire de ne pas utiliser un indicateur pour cette partie-là. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font quand même. Donc, je vous le mets un petit. Voilà, on va dire, c'est un traçage d'une sorte de canal. Ça fait des semaines que je bosse sur ce machin quand même à essayer de l'améliorer. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le principe c'est de dire en gros, tant que les prix évoluent dans le canal, peu de chances de réaliser réellement des breakouts. Par contre, on voit bien qu'ici, ça fait un bon moment qu'on essaie d'en sortir par le haut, multiples échecs, tout simplement parce qu'impossibilité de franchir quand on est dans un système de crack et de consolidation très étendu. Là, on a consolidé un bon moment, on se stabilise, tout comme on l'avait fait là, sauf que j'ai l'impression que cette fois, on est parti pour sortir. Donc je veux qu'on sorte de ce canal pour vraiment valider les sorties. On voit bien que les volumes sont toujours là, mais on voit que la plus grande partie du volume, on voit bien la bosse sur le volume, s'est exécutée sur le creux. J'ai toutes les raisons de penser... Incoming mail. Pardon. Qu'on va donc essayer dans un premier temps de se faire la malle par le nord et ensuite on va voir jusqu'où ça peut tirer. Je vous rappelle que sur la partie Bitcoin, pour moi le scénario c'est vraiment là qui domine et on voit bien la cassure Bitcoin, elle fait exactement ce qui était escompté, à savoir on vient ici, on casse sous le bottom ici et ensuite on vient chercher au-dessus de la résistance et c'est terminé. Donc pour moi Bitcoin il a réalisé ce que je lui demandais de faire, c'est-à-dire il a fait la volatilité baissière, il a fait la volatilité haussière en l'espace de 2 semaines. C'est game. Pour moi à ce stade-là, il n'y a pas besoin de faire plus quoi. C'est-à-dire que là s'il continue maintenant et qu'il va un peu plus loin, c'est cool. Mais rappelez-vous le scénario BTC, en fait, qui consistait à dire, voilà, on arrive à l'apex du triangle, on va retrouver le système d'expansion de la volatilité, casser des supports, casser des résistances. On a commencé par le support, c'est-à-dire que historiquement, dans la comparaison 2014, on avait fait l'inverse. En 2014, on était monté ici et puis descendu, casser et chercher les supports. Ensuite, là, on fait un peu l'inverse. Donc, il va falloir faire attention. La clôture aujourd'hui va être importante, mais en tout cas, ça montre une chose. Il y a très peu de vendeurs dans ce marché. Et ça, c'est bien ce que je craignais. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un marché qui peut très rapidement reprendre 10-15%. Tout le monde est prêt à FOMO, mais que ça FOMO beaucoup plus dans le sens acheteur que dans le sens vendeur. Et c'est effectivement ce qui retournera le crack à terme. Maintenant, est-ce que ça y est, c'est terminé? On a fait vague baissière, vague haussière en une semaine, en fait, du coup, enfin en 5 jours de cotation, spread de 5 jours. Est-ce que ça y est, c'est terminé? Non, clairement pas. On est toujours... Ce que je recherche dans les cracks, ce ne sont pas nécessairement une copie conforme des schémas passés, mais une recopie des schémas psychologiques. Et ce qu'on voit, c'est que le temps qu'on avait mis à faire le triangle, je vais essayer de vous la retrouver, cette idée-là, parce qu'elle était quand même pas mal. Voilà, hop. Je vais la remettre par-dessus. Voilà, ça marche par-dessus. Voilà, vous voyez bien, l'argument là-dedans, c'est de dire que la phase de compression et la phase d'expansion sont de durée quasiment équivalentes. C'est-à-dire que le temps qu'on a mis à compresser, on va le mettre à peu près à se détendre. Avec, dans un premier temps, donc les 2 premières vagues, celles qui vont casser les expansions. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Pardon. Donc nous, on vient de casser le point 10. D'accord, c'est ce qu'on vient de faire. Théoriquement, si on prend l'exposé, on n'en est donc que là. Il y a donc ça à faire, puis cassure de la résistance du point 8, c'est-à-dire cassure sur nous, sur l'Ethereum, sur Bitcoin, dès 8005. Donc là, on a cassé 7005, c'est bien. Il nous reste à aller casser 8005 dans les prochains jours, et puis ce sera fini. Et après, derrière, probablement un pullback
pour venir essayer de casser le point 13, mais sans obligation, puisque quand même on a... Alors je vais regarder si on l'a fait ou pas sur Bitcoin. Non, voilà, sur Bitcoin, vous voyez, on n'a pas réussi à casser les bottoms. Donc théoriquement, il reste une zone à venir visiter après sur Bitcoin qui se trouve donc là-dedans, où il faudra absolument casser ça, mais sans casser ça. Donc pour moi, Bitcoin, plutôt haussier, mais on doit venir dire bonjour juste légèrement au-dessus du 8005. Et ensuite s'attendre peut-être à un pullback. En tout cas, pour la partie Bitcoin, normalement, on doit donc casser ce canal baissier, mais derrière, revenir chercher et dire bonjour à la partie basse. C'est-à-dire, on casse la borne haute, et ensuite, on vient voir la borne basse, et après, normalement, on pourra retrouver une ascendance haussière. D'accord ? Mais dans cette phase d'expansion, gardez bien à l'esprit que ça va durer normalement aussi longtemps que ça a duré là. Donc c'est plutôt par là qu'on devrait arriver à l'objectif, le premier objectif haussier, qui se situe donc au niveau du point 14, qui est donc normalement la cassure du fameux point 6, c'est-à-dire les cassures les cassures du mois de mai. D'accord ? Donc casser les niveaux du mois de mai, casser ceux-là, ça c'est objectif là. Donc vous voyez, vous dites bien que normalement ça nous laisse une marge et surtout il faudra être patient. C'est-à-dire que c'est ici, théoriquement, qu'on doit venir et arriver enfin à briser ça. Voilà, donc vous dites, normalement, à peu près par là, janvier 2019, c'est là. On n'est que mi-octobre, donc soyez patient, hein, ça ne va pas y aller en ligne droite, casser les 8005, ça doit prendre du temps, ça avait pris également du temps en 2014, et derrière, la consolidation, et ensuite on y va. Donc n'oubliez pas qu'il risque d'y avoir une phase de baisse supplémentaire, ne vous faites pas piéger dans ce genre de bêtises, ça fait partie du scénario, en tout cas, il faut l'anticiper dans sa gestion du risque. C'est bien ça c'est pas jouer le visionnaire et dire le marché va faire ça, il va faire ça. Il faut surtout être prêt à ne pas jouer de scénarios dans lesquels les stops se situeraient sous ces zones-là, puisqu'il faut vraiment les écarter un peu plus que ça. Et c'est pas parce qu'en 2014 on s'est arrêté pile poil ici entre ces deux supports-là qu'on va s'arrêter là aussi en 2018-19. On peut très bien basculer dessous. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas placer ces stops dans ces zones-là. Il ne faut pas considérer la cassure haussière du triangle comme une bataille gagnée, bien loin de là. Voilà, l'objectif ici, c'est retrouver de la volatilité à la hausse, à la baisse, mais avec toujours un petit biais légèrement favorable à la hausse qui permettra à terme de réinstaller une tendance haussière. Ce que je vois ici est totalement compatible avec ce que je recherchais. Évidemment, l'Ether fait la même chose. Hop, voilà, on va dégrossir un peu, on va partir en intraday. Voilà, l'Ether fait la même chose. Alors j'aimerais bien qu'il continue, hein, mais on va voir tout ça. De toute façon, le leader c'était bien Bitcoin. Hein, Bitcoin qui s'est quand même offert un bon plus combien là ? Parce qu'il est quand même allé partir jusqu'à plus 15. Voilà, bon maintenant ça grignote tout doux, hein, mais on va voir. Voilà. En tout cas, vous voyez bien les schémas, hein, on est bien dans quelque chose de similaire à ce que nous a fait Ripple la dernière fois, c'est-à-dire ça décolle, voilà. On va voir si la suite est tout aussi positive. C'est-à-dire si on n'en est que là, il reste une grosse suite de marchés haussiers à faire. Maintenant, probablement moins vertical que Ripple, qui était catalysé par des news, mais je m'attends théoriquement à ce qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire hop, ça déclenche, on latéralise et on retourne chercher à terme les 8005, c'est ce que je pense le plus probable. Évidemment, arrivé sur ces scénarios, pour moi, l'Ethereum sera terminé. Je vous rappelle que les trades spéculatifs que je prends sur l'Ethereum, hop, voilà, à condition de clôture ce soir, je vais les renforcer. C'est-à-dire je vais passer en validation du trade, cassure du signal bear, ok, et hop, l'objectif pour moi c'est Ether, dès que ça arrive vers les niveaux là de août-juillet, les équivalents Bitcoin, hein, de toute façon, dès que Bitcoin arrivera ici, casser les niveaux de septembre, dès qu'arrivera à casser les niveaux de juillet, voilà, dès qu'on vient là, pour moi, Ether terminé. Hein. Là, il faut absolument récupérer les gains spéculatifs au maximum. C'est-à-dire qu'il y a une limite sur le scénario, puisque c'est une vague 1, donc je limite encore le marché. On n'est pas du tout dans des structures de tendance, donc il faut bien avoir des objectifs clairs, et si le marché vient les chercher, il ne faut pas dépasser. Donc voilà, sur l'Ether, moi je pense là-haut, à venir éventuellement. Alors la structure de prix anticipée, bon, ça c'est toujours un grand mystère, mais normalement, comme je vois l'évolution se fait sous forme de vagues haussières, de vagues baissières, normalement on doit perdurer dans ce schéma. Donc on est bien dans le cadre du scénario escompté, à savoir le support des 200$ tient pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire, et donc on surveille tout ça. Maintenant attention, c'est volatile, si vous vous amusez d'ores et déjà à remonter vos stops sous 200$, vous n'avez pas compris le fonctionnement du scénario, à savoir ce n'est que lorsqu'on tiendra une clôture daily au-dessus de 234 que nous pourrons remonter le stop sous le bottom précédent
pour la partie spéculative. Pour la partie buy and hold, il n'y a pas de stop, il n'y a donc rien à faire si ce n'est attendre que les prix reviennent vers 480. Le gold prend 1% ce matin, on va en parler, mais d'abord on va faire un tour du côté du calendrier économique puisqu'on est sur un lundi, on va voir ce qui nous attend cette semaine. Donc des stats dollars, mais on s'en bat les couilles. Le dollar va simplement digérer les hausses de taux et le reste il n'en a plus rien à foutre. Ah oui, alors voilà, effectivement là donc cette nuit gros AUD-NZD, on va surveiller ça, on va regarder s'il y a des positionnements en amont. Malheureusement j'ai peur que non, ce qui veut dire que cette nuit il va falloir être punchy. Enfin, moi en tout cas je vais rester réveillé cette nuit, hein, je vous rappelle, parce que rester réveillé. En tout cas je vais rester proche des écrans à l'heure de publication de ces deux statistiques, tout simplement parce que je ne veux pas mettre de stop face à ce genre de marché. Pour des raisons évidentes, hein, ce sont des paires exotiques pendant la nuit, ça manque un peu de liquidité, on va avoir des catalyseurs et on a un marché très tendu. Si vous vous amusez ici à mettre des stops, ça risque d'être déclenché et repartir dans l'autre sens. Donc moi je veux être devant les écrans pour pouvoir gérer mon risque. Tout simplement parce que c'est un scénario où j'ai du levier. Hein. Donc je vous dis, si ça doit bouger d'1,5%, quand on a un levier 6, ça fait mal. Hein. Voilà. Donc je veux pas, il est hors de question de laisser ça. Et je ne veux pas réduire mon levier en amont parce que je m'attends quand même à une sortie positive. Mais comme je m'attends à quelque chose, mais qu'il y a toujours un risque dans le marché, il est hors de question d'aller se coucher sincèrement avec la possibilité de perdre 5% de capital sur un stop stupidement placé. Du GBP, ça va être pas inintéressant, on va en parler de toute façon du GBP quoi qu'il arrive. Les IPC zone euro vont être intéressants mercredi, je pense. GBP et zone euro. Donc un timing mercredi, je pense. Pour moi, voilà, la grosse journée, ça va vraiment, je pense, être mercredi. Hein, voilà, en plus les minutes de la Fed. Donc je pense que c'est ce jour-là où on risque d'avoir le swing de la semaine. Et le reste, effectivement, plutôt en poursuite de ce qui sera donné. Donc ouais, voilà, on voit bien, hein, j'ai envie de dire, ça commence, ça augmente la tension maximale, et ici probablement on se sert des catalyseurs pour pousser les tendances qu'on peut donner. Donc je dirais entre mardi et mercredi vont être les jours importants. Lundi on va probablement essayer de confirmer ce qui s'est passé la semaine dernière, donc comme je vois, voilà, les indices se cassent la gueule, et c'est pas étonnant, on va aller rechercher les bottoms de la semaine passée ou proches, et on va voir si on arrive à les tenir ou si on bascule légèrement dessous. Basculer légèrement dessous, c'est le scénario le plus classique, hein, c'est tout simplement dire on enfonce les supports un petit peu pour voir jusqu'où on peut aller sous les supports cette semaine. Ensuite, probablement, on remonte et mercredi, on décide. C'est-à-dire qu'on va probablement taper les deux bornes. D'abord, on va aller chercher les supports aujourd'hui, je pense. Demain, on va essayer d'aller chercher les résistances. Et mercredi, ce sera voilà, mercredi soir, hein, puisque le timing, c'est vraiment pensez américain. Les Américains, ils ne regardent plus du tout ce qui se passe ailleurs. Ils regardent leur petit nombril et ils essayent de sauver leur capital. C'est-à-dire que tout ce qui les intéresse dans cette semaine, c'est mercredi, les minutes de la Fed. Le reste, fuck, on s'en branle. Ils ont donné un message un peu violent à Jerome Powell. Les marchés, j'entends bien. Hein, donc voilà, le but c'est de dire eh oh mon GG, tu te calmes, t'appuies un peu trop fort sur la pédale, on va t'envoyer un message. Donc Wall Street a envoyé le message, comme d'habitude, il l'envoie bien clairement. Hein, Wall Street fait pas dans la dentelle. Et on va donc voir comment Jerome Powell va adapter ou non sa politique monétaire. Moi je pense qu'il a tout intérêt à faire comme il a dit, c'est-à-dire je vous emmerde, on monte les taux et c'est comme ça. Et on calme la bulle spéculative, parce que sinon il va se prendre un truc monstrueux dans la gueule dans quelques années, notre cher ami. Donc je pense qu'il a raison de faire ce qu'il fait, tout simplement il fait son job de banquier central, il emmerde Trump et ses conneries, mais c'est son job de faire ça. Donc je pense que Jerome Powell est probablement l'un des meilleurs banquiers centraux qui n'ait jamais été positionné à cette place-là. Mais ce n'est que mon avis. Disons que c'est quelqu'un qui a très bien compris qu'il ne faut pas non plus détruire le marché, mais qu'il faut une certaine autorité, chose qui n'avait pas été franchement le cas depuis des années à la Fed. Puisque la Fed faisait un peu au bon vouloir de ce que voulait le marché, à savoir la pompe à fric. Et de toute façon, quand tu donnes de l'argent, il n'y a pas de souci, tout va toujours très bien. Mais il y avait cette légère léthargie et cette systématisation à dire, bon, vu que le marché a besoin d'argent, on va le faire.
Bon bref, on va pas rentrer dans ces considérations-là, on va aller faire de l'analyse technique, c'est quand même un peu mieux. Allez, donc je fais un petit tour de global, donc les yens se renforcent, le gold s'achète, donc effectivement je pense que c'est aujourd'hui le thème de la journée, c'est de retourner voir les supports et d'aller leur dire bonjour. Donc alors évidemment, la journée de vendredi, magnifique, hein, on ne peut pas faire mieux sur les marchés, on achète toute la daube et surtout la daube qu'il faut mettre en premier, hein, donc Apple. Il faut bien la vendre, celle-là, hein, c'est le fer de lance de l'économie américaine. Celle-là, dès qu'elle tombe, c'est la récession et il n'y a aucun doute. De toute façon, tous les portefeuilles américains ont de l'Apple, qu'ils le veuillent ou non, hein, malgré eux, ils achètent de l'ETF ou ils sont exposés à Apple via les fonds de pension. Donc quoi qu'il arrive, toute l'économie américaine a Apple en portefeuille. Et donc si Apple perd 40%, c'est la récession pour les Américains, ça, il n'y a pas de doute. Puisque derrière, vous allez voir une inflation de dingo arriver dans l'économie réelle et des gens qui s'appauvrissent. Donc ça, c'est pas cool, c'est le ciseau de la mort qui amène en récession. Donc voilà, on rachète toutes les daubes qui se sont fait démonter le jour d'avant. L'objectif, c'est de dire oula, attendez, on est allé un peu bas. Il faut quand même pas non plus passer tout de suite berre. Hein, on vient juste chercher des niveaux techniques, déclencher des choses, mais on va en reparler. Pardon, ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas anodin et il est hors de question d'imaginer que ceci n'est qu'une petite répliquette du début d'année, tout simplement là pour ramener un peu de volat. C'est bien, je pense, le début d'une vraie grosse vague baissière et je pense qu'on a trouvé un sommet majeur. Maintenant, attention, je spécule encore, on n'est pas encore en validation. Je rappelle qu'on parle de scénario mensuel, donc il va falloir marquer ce bottom, retracer, puis réattaquer ce bottom. C'est simplement quand on réattaquera ce bottom à horizon 1 à 2 semaines ou plus, j'en sais rien, je ne fais pas le timing, c'est quand on fera ça et quand on créera donc des sommets descendants et des creux descendants qu'on pourra spéculer sur la possibilité de valider ce top et donc de passer leveragé sur les positions vendeuses. Pour l'instant, c'est spéculatif. Si ça retourne chercher le sommet historique, c'est juste que c'était pas bon, encore une fois. Donc faut pas me prendre non plus trop dans... Enfin, il faut respecter le cadre dans lequel je place mes scénarios. Pour moi, Wall Street, c'est cool, ça part bien, comme je l'espérais, c'est dans le cadre d'un scénario anticipé. Donc, quand ça se déroule comme prévu, on n'hésite pas à faire ce qu'il faut faire, mais maintenant, je ne peux pas faire de nouvelle étape avant une validation en daily hebdomadaire. C'est ce qu'on probablement on va essayer de caser dans les prochaines semaines. Ok, donc au programme ce matin, donc on va faire du yen, ça c'est clair, on va faire de l'AUD-NZD, on va faire un petit tour rapide sur les actions, on va faire de l'eurodoll, du GBP, on est obligé, on va faire l'US Oil parce que je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants, gold, on va regarder les taux à 10 ans et on va, putain, sur 0,50 pour un 10 ans européen, un 10 ans allemand, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave, les VIX, on va aller les regarder évidemment. Et je pense que ce sera tout. Donc voilà, on va aller regarder un poquito tout ça. Donc les indices ce matin. Alors le DAX, je vais regarder ce qu'il nous fait. Il est retourné tout en bas. Ok. Donc mon petit achat DAX qui a été sorti tranquillement vendredi avec 20 points de gain. Mais je pense que je ne vais pas le reprendre. Hein. Voilà, il me paraît un peu trop dangereux là en l'état. Surtout quand on regarde ça en 2 heures, ça me paraît quand même assez violent, hein, c'est du pur breakout baissier, mais j'aimerais bien choper quand même les pullbacks pour qu'il trouve son bottom, quand même le DAX au bout d'un moment, là, 1-2 vagues de baisse, normalement ici on est supposé s'arrêter, donc je pense quand même qu'il y a toujours des petits achats à jouer peut-être sur le DAX, en tout cas jouer l'oscillation autour de cette zone-là, mais normalement ici on est supposé, voilà, je pense pour moi dans le schéma, hein, le schéma que j'ai escompté, c'était de dire normalement, ce que je recherchais la semaine dernière, moi, hein, c'était ça, et puis ça derrière. Hein, voilà. Et après, on se stabilise et on essaie de se reprendre. On essaie de retracer. Voilà. Donc voilà le schéma que je voulais. Ce qui est cool, c'est que déjà, on passe du temps sur les parties basses. C'est plutôt bon signe. Hein, ça montre que le marché regarde vers le sud et n'est plus simplement en train de dire « Oula, dès qu'on arrive sur le niveau technique, il faut rebondir vite. Il faut montrer une force acheteuse. » On voit bien que dans la psychologie et dans la structure de prix, pour moi, ça se dégrade. Clairement, il n'y a rien à dire. Hein,
ça sent mauvais. Les investisseurs sont toujours en mode résilient, de dire non, non, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et laisser tout chuter. Il y a quand même des soutiens qui se mettent en place, mais on sent que les soutiens, c'est plus des bears qui prennent des profits, plus que les acheteurs qui sont là pour soutenir bec et ongle un marché qui tombe. Hein. Je sens bien la fonction qui se dégrade, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, quand on vient sous les résistances, c'est et puis hop, on finit par y aller. Donc le problème, c'est ça. Pour le moment, c'est encore équilibré. Voilà, je sens un marché qui se balance. C'est-à-dire, on n'est pas baissier, on n'est pas en bear market, mais on est déjà, pour moi, dans les phases de range qui précèdent un bear market. Je préfère être clair là-dessus. Pour moi, ça se compte maintenant en moins d'un an, la récession. L'entrée en phase récessive, c'est-à-dire, on remonte un peu en daily hebdo, hein, donc ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs trimestres, probablement 1 à 2 trimestres grand maximum, avant de trouver les trimestres vraiment baissiers qui enfonceront des supports bien forts. Mais voilà, moi je vois les structures de prix, la psychologie qui change, je ne vois pas de raison de faire de la langue de bois habituelle d'analyste ou autre. Je vous donne mon ressenti. Pour moi, clairement, c'est mature, on est prêt à se péter la gueule dans moins d'un an, mais à rentrer en phase récessive, quoi, rentrer en bear market. Mais on y va doucement. Voilà, on essaie, quand je vous dis horizon 1 an, ça veut dire attention, jour après jour, ça en laisse des journées de trading. Il y aura des journées haussières, il y aura des pullbacks, il y aura des cassures haussières. Voilà, il faut rester tranquille. Hein. C'est pas le moment d'appuyer sur tous les boutons, surtout quand on est sur des supports. Donc voilà, côté DAX, je dirais, bah là, essayez de jouer des petits rebonds, mais c'est ce que j'ai essayé en fin de semaine dernière. C'est pas franchement été très productif. Puisque tout simplement, moi, je vous ai fait ça, c'est-à-dire, je m'étais mis par où? Moi, je suis rentré là, voilà, je suis ressorti vendredi, voyant qu'on m'avait quand même bien arraché, parce que je suis rentré un peu tôt, hein, moi, je suis rentré par là. Il y avait tout pour rentrer ici, encore une fois, il y a nos problèmes, hein, c'est juste le marché un peu résilient, arrache bien derrière. Comme on est revenu sur mon prix d'entrée, je me suis fait la malle avec 20 points de gain, et c'est tout. Et donc, cette semaine-là, vous voyez, j'ai pas vraiment l'intention de racheter quoi que ce soit, puisque ça me semble plutôt inintéressant au possible. Donc je touche pas le DAX, hein, toujours aussi peu technique en fait, je trouve, dans cette démarche. C'est vraiment des marchés à flux, quoi. Mais des marchés de flux qui suivent les autres marchés. Du coup, c'est assez compliqué, puisque d'un point de vue technique, c'est très difficilement exploitable ce genre de marché. Le FTSE, est-ce qu'il retombe? Ouais, pas inintéressant. Ok, donc lui même chose, hein, vous voyez un peu le même destin que le DAX, mais en encore plus baissier. Alors lui, le profit a été encaissé en partiel la semaine dernière. J'ai pas à ce stade-là, à ce degré de maturité, j'ai pas envie de renforcer à nouveau, donc je préfère laisser filer si ça va plus bas, même si j'ai beaucoup moins de levier que avant. Ça restera des gains, mais c'est trop agressif pour renforcer. Côté S&P 500, je m'attends, comme on l'avait prévu, hein, à ce que cette semaine, donc là, on fait une 4, hein, plus ou moins en triangle. C'est la forme qui a l'air d'être prise. Donc, hein, rappelez-vous, dans un triangle, comment ça se passe, hein, ça fait A, B, C, D, I, E, et ensuite on y va. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une petite remontada, et ensuite on va chercher les supports. Hein, la zone support, elle est là. Je vous rappelle qu'il y a des stops à déclencher. Je ne vois pas ce qui nous empêchera de venir dans cette zone-là pour déclencher les stops. Et ensuite, derrière, probablement une remontée en 2 vagues. D'amplitude relative, ça, j'en sais rien. Mais comme c'est des vagues 2, généralement, c'est au moins 50% de la phase de baisse. Donc, ça nous ramènerait au moins là. Et je pense peut-être vers ces zones-là. On verra après. Hein, voilà. Mais en l'occurrence, j'ai bien l'impression que c'est ça qui se profile. Donc ça, puis une remontada au cours de la semaine. Essayez donc de voir tout ça en fonction des minutes de la Fed. On verra. Mais je pense que ça, c'est le schéma qui se prédéfinit le plus, à savoir aller enfoncer les supports de la semaine dernière et voir comment ça déclenche là-dessous. Moi, je suis plus baissier sur le S&P 500, j'ai récupéré mes gains. Tout simplement, il reste du potentiel baissier, je pense, mais il ne me semble pas obligatoire. Enfin, disons que voilà, moi, je ne voyais pas l'intérêt de rester vendeur dans ce truc-là. Nasdaq, voilà, on est dans le schéma plus ou moins recherché également, c'est-à-dire ça tergiverse, ça temporise, mais lui, je m'attends à ce qu'il se reprenne une vague de baisse, et je pense que lui, il va s'en prendre une, mais alors comme il faut en début de semaine, c'est-à-dire là, ce qu'on avait mis ici, ça risque de se produire beaucoup plus vite que ça, c'est-à-dire voilà, vraiment une parabole comme ça, là, on y va tout doux, et puis ensuite, on s'y met cordialement. Donc j'attendais une structure de range, on l'a, c'est-à-dire, voilà, hop, le TP, on remonte en quelques vagues. Je ne sais pas si c'est encore mature tout de suite, mais on voit le cycle vendeur faible qui se met en place ici. Donc j'ai toutes les raisons de penser que ce marché reste baissier. Il est juste revenu dire bonjour à ces trendlines.
Voilà, et je pense que on fait un peu mumuse, hein, tout comme je pense Wall Street va essayer d'acheter un peu, hein, comme d'hab, à l'ouverture. Ça me semblerait surprenant si c'était pas le cas autrement. Hop, on va juste voilà, mettre les niveaux de retracement. Donc je dirais un petit 38 à venir chercher pour venir dire bonjour aux obliques, faire le job technique habituel. Donc on va voir, hein, maintenant attention, Wall Street, c'est pas une obligation s'ils viennent pas chercher ce niveau. Mais je dirais un peu de patience quand même sur les structures de consolidation. Me semble pas inintéressant. Donc voilà. Par contre, je m'attends bien, hein, à ce que une nouvelle phase de baisse ici puisse éventuellement déclencher la bulle d'Apple. Et si ça déclenche Apple, je vous donne pas la tronche que va prendre le Nasdaq. Ça va être moche, hein. Donc encore une fois, le problème de Wall Street, c'est Apple, de savoir ce qu'ils vont faire avec cette valeur. La structure de prix est complètement folle, mais quand ça ne lâche pas, si vous luttez contre un marché qui ne lâche pas et qui est extrêmement résilient, en fait, on est dans le même cadre de ce que je vivais l'année dernière. C'est-à-dire, en fait, c'est vous qui subissez le pain trade au lieu des acheteurs. Voilà. Pour moi, ça, c'est le pain trade. C'est le moment où là, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre, mais ils lâcheront pas nécessairement. Ils commenceront à réduire les positions, où certains se feront carrément margin call, hein, sur du Apple et des trucs comme ça, ceux qui en ont vraiment acheté beaucoup, et à crédit. Mais je ne pense pas que ce soit ici vraiment qu'on reste en phase de récession sur Apple. C'est juste, là, c'est le coup de marteau, voilà, le coup de massue. Ici, en gros, ils sont encore en train de penser tous que c'est du buy the dip, hein. Je préfère être clair avec vous. Voilà, en fait, il ne faut pas faire d'analyse du Nasdaq, il faut faire une analyse d'Apple. Tout le reste a chuté. Il n'y a que Apple qui ne chute pas. Pour moi, la structure de prix Apple, elle est morte, hein. Enfin elle est morte, elle est très 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 dangereuse, c'est-à-dire que là c'est juste on envoie le message pour dire ok on arrive à passer sous les supports, mais quand même on va juste enfumer des vendeurs et puis on va remonter toujours plus fort, toujours plus haut, comme on a toujours fait en fait sur Apple. Moi je préfère être franc, voilà, non. Ça me semble même très peu probable parce que là en faisant ça on a bien enfoncé le canal de hausse, c'est-à-dire ici c'était un pullback à acheter, ouais, pas de souci, et rappelez-vous ici je vous ai dit faites très attention, si Apple ne met pas une nouvelle bougie baissière, il faudra surtout pas lutter. Par contre pour moi ici, je suis désolé, les acheteurs ont tenté leur coup, ils se font démonter, ça montre qu'ils sont déjà en train de perdre la main. On a une belle structure exit ici. Moi je suis navré, hein. Apple, il y a tout ce qu'il faut pour coller une énorme rouge et ça va pas plaire à Wall Street. Ça va vraiment pas plaire. Le problème, c'est qu'ici, personne n'achètera cette zone, il n'y a que des stops. Donc, une fois que ça tombe, le marché, là, il va jusque-là, en direct. Il va au moins ici, et ici, je vois absolument pas comment il pourra se reprendre, puisque, vous connaissez l'adage boursier classique, le précédent sommet, normalement, devient un support. Ça, ce sera pas un support, ça non plus. Donc voilà, moi je pense, ici on enfonce, à la limite on freine un peu là, mais je vois pas de raison que de ne pas aller enfoncer et refermer le gap ici, et surtout pas de raison d'aller défoncer les stops, de ne pas aller défoncer les stops qui se trouvent là-dessous. Donc pour moi c'est dame en ligne droite, et ça fait un bon moins 20, on l'avait vu, hein, je pense. Voilà, ça fait un bon moins 30 même sur Apple, à compter des prix actuels, hein. Et je vous rappelle qu'un décrochage de moins 40%, c'est ce qu'on appelle une pattern de crack qui se déclenche. Maintenant, vous savez, c'est rapide. Derrière, on remonte et on retrace pratiquement 76% de cette phase de baisse, d'où la raison pour laquelle, si vous la jouez, il ne faut pas oublier la case TP. Et ici, c'est là où on passe sur le Big Short, sur Apple. Donc, si ça déclenche, personne ne va le voir venir. Rappelez-vous la psychologie. Dans une bulle, vous serez seul contre tous. C'est vraiment ça, la psychologie qu'on recherche, parce que c'est un coup de massue immédiat sur les boules. Les boules, ils vont pas le voir venir, et d'un coup, ils vont être là, oh, bouche bée, oh putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça que je veux récupérer, moi, comme gain. Les mecs qui sont bouche bée en train de regarder leur compte s'effondrer, parce qu'ils vont paniquer. Alors, il y a ceux qui vont être logiques, ceux qui vont être malins, qui vont dire, non, bon, c'est pas grave, je tiens ces pertes-là temporairement, et par contre, je sortirai quand on sera sur le Dead Cat Bounce. Ça, c'est la version rationnelle. Les gens qui vont dire, non, je ne cède pas à la panique épidermique de la phase de crack, par contre, je sortirai clairement sous les résistances. Okay, ça, c'est ce qu'il faut faire si vous avez encore du Apple en portefeuille, et si ça vient à chuter. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a tout un tas d'imbéciles qui en ont acheté là-haut pour des raisons tout aussi stupides que variées. Et le problème, c'est qu'ils vont se prendre une tarte en ayant en plus de ça la psychologie des débutants, c'est-à-dire une psychologie totalement stupide. Et eux, ils vont se laisser embarquer dans des émotions complètement négatives, à savoir quand ça va arriver là, ils vont dire « Oh mon Dieu, panique, je vends à des prix complètement merdiques dans un marché illiquide, puisqu'eux ne savent pas ce que représente la structure de prix. »
Donc ils vont probablement paniquer, et puis évidemment ici quand ils vendent, la smart money fait quoi? Elle rachète ces ventes de merde, tout simplement parce que aussi les vendeurs vont racheter leur position à ces zones-là. Donc il y aura probablement une demande acheteuse ici, et c'est probablement dans cette demande acheteuse que tous les imbéciles qui ont acheté là-haut vont sortir. Ils font toujours l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est le grand classique. Voilà, donc Apple en analyse, pour l'instant c'est pas très beau, mais attention, pour moi on est bien vague 1, 2, 3, 4, d'accord? Je pense qu'on va tergiverser là avant de dégrader. Hop, la vague 5 complètement étendue, qui fait mal à tout le monde, que personne ne voit venir. En tout cas, pour moi, c'est clair, Apple, tant qu'on ne va pas chercher le sommet historique, je ne vois pas la moindre raison d'invalider ce marché. Le scénario invalidant pour moi serait celui-là, c'est-à-dire ici, on serait en train de faire une vague 4 en porte-voie, et alors là, ce serait assez gênant, c'est-à-dire hop, 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 et hop. Si ça fait ça, je pense que la structure reste haussière, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le marché risque de nous faire ça. Et ça, je ne veux clairement pas le voir. Je vais être franc. Voilà. Pour moi, la structure, ça peut être ça. C'est-à-dire derrière le marché, il revient là. Il vous fait une bonne vieille structure comme ça. Et là, on repartira sur une nouvelle vague complètement haussière et complètement conne. Et il faudra retenter le crack sur cette prochaine vague-là. Dans ce cas-là, ça, ce n'est qu'un retour volatile. On a bien le volume et on a un peu de volatilité. Soit c'est la volatilité qui permet d'enfoncer complètement les supports, c'est le crack. Soit c'est de la volatilité qui tient. Il y a toujours un équilibre acheteur-vendeur qui bénéficiera toujours dans ce cas-là aux acheteurs. Puisque si on est sur une phase simplement volatile, derrière, ça veut dire qu'on n'arrive toujours pas à trouver suffisamment de vendeurs de long terme pour écrabouiller en fait le volume acheteur. Qui est minime, normalement ici il n'y a que des imbéciles qui achètent, mais ça peut durer, voilà. C'est-à-dire, si la smart money, celle qui sort l'argent ici, elle en a sorti suffisamment et qu'il y a toujours des imbéciles qui achètent, les prix vont continuer de monter toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vertical. La smart money, elle distille ses achats, elle a acheté en bas, beaucoup plus bas, là elle revend à tous les imbéciles qui sont prêts à acheter, mais comme ils sont nombreux, ça permet quand même de casser les résistances, il revend un peu ici, et on va voir, au bout d'un moment, la smart money, elle va vendre un peu trop fort par rapport à la demande, ça va s'écrouler. La structure de prix tombe tout simplement, parce que les particuliers n'ont pas non plus un montant d'achat illimité. Au bout d'un moment, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient d'Apple, ils ont tout leur portefeuille à crédit sur des grosses valeurs comme ça, et puis le jour où ça tombe, je vous dis, c'est là où ils se font complètement margin call. La psychologie qu'on recherche dans ce trading-là, dans ce type de trading, moi, c'est ça. Donc pour les indices, voilà, tout dépend essentiellement du pricing de la valeur Apple. Sur le JPN, no comment, quand vous avez un truc comme ça, c'est un bon gros double top et une structure pas très alléchante pour les positions de long terme. Mais ça, vous étiez au courant. Donc là, on est dans ce scénario-là maintenant, puisque là, le top a été trouvé. On n'est même pas à lire bonjour 25 620. En tout cas pas pour l'instant, et on a cassé un support, donc faites très attention. Là on clôture à Shanghai sous les premiers supports, ça montre bien la volonté de ce marché d'aller plus bas, je pense, donc faites vraiment très très attention à ça. Pour moi ça me semble être une structure de prix mais tellement branlante que c'est presque inquiétant. J'ai même envie de dire que c'est plutôt ça, le range qui nous attend sur le JPN. Donc faites attention, ça peut très bien dérouiller beaucoup plus que ça et très vite. Mais je dirais que la target pour moi c'est vraiment de revenir là. Et c'est ici, il va essayer de former un support, remonter un peu et casser. La structure double top me semble être le schéma à favoriser. Donc là on est au milieu, donc c'est normalement une zone qui va casser, je pense. Et voilà le schéma qui me semble à prévoir là-dessus. Ok. Donc là et par là, essayer de jouer donc du coup des rebonds ou autres structures du genre. D'accord, ici essayer de faire une 4-5 et on bloque par là. C'est vraiment le schéma qui me semble pas mal. Et rentrer donc dans une première vague de baisse, derrière des consolidations et ainsi de suite. À Shanghai, pardon, c'était sur le JPN. À Shanghai, c'est toujours aussi moche. Hop, voilà. C'est toujours aussi moche, mais je pense pas que eux ce soit les plus pénalisés dans l'histoire. Je m'attends quand même à ce que côté Shanghai, ça se reprenne. C'est-à-dire qu'ici, on a bien cassé le canal de baisse. On fait encore des vagues de baisse, mais je pense que là, à terme, on se redirige quand même vers des schémas de reprise haussière. Donc je reste toujours à la recherche d'éventuels achats sur la partie chinoise. Je vais regarder si c'est plus Hang Seng ou Shanghai. Ouais, oulala, c'est quand même violent. On est bien sur la zone support ici, voilà, mais je ne saurais pas trop dire encore si je prends celle-là tout de suite. Là. En structure de prix, quand même, Shanghai me paraît plus construit comme phase de baisse.
me semble plus intéressant. Mais je resterai quand même un peu patient et j'attendrai probablement que ce marché se reprenne un peu. C'est-à-dire, je vais attendre au moins qu'on ressorte au-dessus de la zone bleue. Voilà. C'est-à-dire, j'aimerais bien ici dans le schéma pas être super super chaud à chasser le bottom parce qu'on est quand même sur un marché extrêmement catalysé. Il suffit que Trump remette des pressions. Mais vous voyez, un truc comme ça me plaît. Ça me plairait bien. Une entrée dans la dump zone, on clôture ce gap. Et ici, je pense que la zone bleue, dans ce cas-là, est à acheter pour jouer un swing ici dans un premier temps. Et probablement un truc comme ça à venir derrière dans le futur. En termes de vagues, je dis en termes d'optionnalité de vagues. C'est-à-dire que dans la phase de pullback qu'on pourrait avoir sur les indices, il me semble que c'est vraiment côté Shanghai que ça peut être intéressant. Même si ça peut très bien ne pas aller aussi loin que ça et juste viser ce gap-là. Mais en termes de risque, voilà, le problème c'est que, à mon avis, dans la phase de pullback, Wall Street à tout moment peut rechuter sur un mauvais catalyseur, un truc comme ça. Je pense qu'on a déjà tellement pricé de catalyseurs baissiers sur les indices chinois qu'il y a très peu de chances ici qu'un élément exogène fasse complètement percoler le marché à la baisse. Donc je dirais patience, mais quitte à racheter des indices, c'est plutôt par là ici qu'il y aura le moindre risque. Après, il y aura forcément moins de rendement aussi, c'est-à-dire que ça risque de retracer plus et de procurer plus de gains à Wall Street, mais avec un risque qui sera également proportionnel. Donc moi je dirais en termes de risque-rendement, c'est plutôt les Chinois qui pourraient être intéressants sur des phases de retracement une fois qu'on a fini la baisse. Et pour moi, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, la phase de baisse ici, Wall Street risque de se la prendre sévère. Voilà. Allez, on part dans l'ordre, on va faire VIX d'abord, je pense, ça me paraît pas mal. Donc voilà, le VIX qui semble vouloir s'installer donc dans cette zone entre 30 et 20. Voilà, donc à surveiller, mais je pense que côté VIX cette semaine, c'est bien parti pour être bien bear. La même chose, le canal baissier de volatilité est terminé. Donc le cycle ici est bien fini et maintenant tous les supports vont être achetés sur le VIX. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, je suis navré, mais ce marché pour moi est un marché qui nous mène vers une récession. Malgré ce que veut le marché, et c'est-à-dire que ça dure pour toujours, que ce soit beau et plein de ciel bleu et d'oiseaux qui gazouillent. Malheureusement, la réalité, c'est que quand on a fait les cons pendant des années, il faut bien finir par payer. Et je pense qu'on arrive au point où on va commencer à payer tout ça. Dans la structure. Maintenant, attention, vous voyez bien, les cycles sont longs, c'est-à-dire que là, on peut très bien avoir un cycle de détente d'un trimestre avant de se reprendre une vraie grosse vague de baisse. Donc, ne pensez pas. Le timing, vous ne pouvez pas l'anticiper, c'est pas possible. Maintenant, moi, je pense qu'il reste quand même un peu de place côté volat pour aller un petit peu plus haut. Je vais marquer ce niveau-là sur le VIX qui me paraît pas inintéressant. Et c'est surtout, voilà, moi là où je pense qu'il faut être vraiment dangereux. Là où c'est vraiment dangereux, c'est que pour moi ici, le Nasdaq, lui, a un vrai gros danger sur sa volatilité. Parce que vous voyez, les cycles ici sont différents. Ici, on avait déjà dit bonjour au cycle, on est déjà dans un cycle haussier sur la volatilité, et je pense que ça va pas tarder à aller bien loin. Alors je vous ferai un cours sur ce truc-là, comment le lire. On le fera pour l'instant, je veux le valider, j'ai 2-3 trucs encore à corriger. Je commence à vous le présenter aujourd'hui, j'espère vous le sortir d'ici la fin de la semaine. Donc là, voilà, on voit bien la structure haussière dans une structure de hausse de volatilité. Donc c'est breakout haussier bien propre dans un canal haussier. Ça veut dire un marché qui accélère, un marché qui est en tendance. Donc je pense que la volatilité sur le Nasdaq est en tendance haussière. Là où pour l'instant, d'accord, la partie VIX, c'est-à-dire la partie S&P 500, la partie large spectre, me semble pour l'instant partie dans un schéma de range correctif, c'est-à-dire de range précédant un schéma correctif. Et on arrête de monter, on termine la tendance haussière, la sortie se fera par le bas pour l'installation d'une correction. Je pense que par contre, effectivement, la structure VXN, donc le VIX du Nasdaq, pour moi c'est game over. Ici, c'est juste déjà un marché en recherche de hausse, c'est-à-dire qu'on a tellement tiré n'importe quoi depuis des mois que c'est game over. On voit bien la structure ici on avait cassé, là on a la vague 4, ce qui fait qu'ici on est en train de construire déjà un schéma qui pour moi peut et ira probablement à terme casser la zone des 38, donc la zone des 40 en volatilité sur le Nasdaq. Je ne vois pas comment Apple pourra tenir ses supports dans ce contexte. Les junk bonds se reprennent sur le support, évidemment, il faut sauver le soldat Ryan, il faut surtout pas que les junk bonds s'effondrent parce que sinon c'est la bulle de crédit qui se déclenche. Donc pour l'instant, voilà le contexte technique dans lequel nous sommes, à savoir un marché complètement paumé qui a essayé ici de s'en sortir et qui ne réussit pas, qui rechute. Je vous avais prévu ça, le petit pullback, on est bien donc en train de faire ça. Je pense qu'on va revenir chercher le bas du range précédent, c'est-à-dire là, ici. On le voit bien, cette zone support, je dirais cette zone-là, voilà, ici, rechercher le haut du canal précédent, et je pense derrière, c'est là que ça se décide. Donc les junk bonds,
en surveillance, mais de toute façon ceux-là je ne peux pas les traiter, ils ne me sont pas proposés je crois chez IG. Donc voilà, je les laisse monter et derrière quand ça se casse la gueule, c'est là où Wall Street se prendra la tartasse du siècle. Mais donc pour l'instant je pense que on risque d'avoir un rebond sur les indices, mais je pense que les junk bonds eux ne vont pas suivre, hein. C'est-à-dire vraiment attendez-vous hein, ici des structures de range. Attendez, je vais redessiner. Voilà. Pour moi, la structure escomptée, c'est une formation ici d'accumulation par là. Hein, voilà, hop, hop, et derrière, ça passe au-dessus. Donc là, c'est l'entrée en bear market. D'accord ? Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Ça veut dire d'abord, les indices vont essayer de consolider, mais qui c'est qui va consolider ? Bah, évidemment, les valeurs spécifiques qu'on a dit, donc ce qu'on appelle les value stocks, les valeurs refuges, qui montreront bien le maintien de la tension. Donc je ne vois pas de raison pour lesquelles tout simplement les junk bonds arriveraient à reprendre. C'est-à-dire que tout ce qui est ultra dangereux, tout ce qui est pourri un peu, n'aura pas de, voilà, leur dette ne sera pas revalorisée à la hausse. Enfin si, voilà, la charge de la dette sera revalorisée à la hausse. Donc je pense que les junk bonds resteront orientés à la baisse. C'est pour ça qu'on risque d'avoir une hausse du gold et une reprise des actions hein, dans ce cycle. Mais les deux peuvent remonter ensemble, tout simplement parce que c'est un dead cat bounce. C'est une remontée artificielle qui est là pour venir chercher les vendeurs, leur donner une dernière chance aux acheteurs de sortir. Et après, c'est game over, on s'enfonce sous les supports. Les taux. Bon, bah voilà, hein, pour moi, il reste une structure à faire. Ça fait vague 1, 2, 3, 4, 5. On est bien dans un breakout haussier. Le canal est ascendant. Tout est propre, hein, vous voyez bien, le canal baissier. Bam, la zone de breakout. Je ne vois pas de raison de ne pas aller chercher les taux un peu plus haut vers les 3,40. Ça me semble totalement haussier. Par contre, les taux en zone euro, voilà, là on digère. On voit bien que la phase, c'est de la consolidation à l'achat. Donc je vous rappelle ça, j'ai bien l'intention d'acheter ça. Hein, donc ça, c'est quoi ? Pour moi, c'est une structure de type ABC. Ok, c'est-à-dire ce qu'on appelle consolidation étendue. Quelles sont les règles pour les valider en héliotisme ? Il ne faut pas que le point B dépasse 127 de la vague A. Voilà, on est 127, 138. Point B est donc bien parfait. Et il faut venir d'ailleurs chercher cette zone. Donc on est bien pour moi dans ce schéma-là, c'est-à-dire probablement sur les taux, une structure ABC, le bas de canal, le point C. On a tout ce qu'il faut pour venir racheter par là. On est sur la target d'un faux break. Maintenant attention, vous savez que la structure ABC peut aussi se faire avec un point C sous le point A. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là un extended flat. Donc ça veut dire qu'en cas d'achat spéculatif ici, ce qui va être mon cas, hein, moi je ne vais pas tarder à racheter les taux dans pas longtemps, mais si jamais ça doit venir ici, il faut le prendre dans sa gestion du risque. Ça veut dire que les invalidations doivent rester sous ce bottom là. Mais normalement on ne doit pas venir faire plus que la vague 1. Donc pour moi, en termes de structure là, de prix, normalement c'est plutôt ici que ça rachète les taux et qu'on repart à la hausse sur les contrats à la baisse sur les contrats Bund. Donc moi pour ma part, je vais donc chercher par là. Normalement, on cherche une zone proche de la 100% de la A, ce qui fait que normalement, voilà. Allez, viens là mon coco. Voilà. Normalement, c'est par là qu'on cherche notre point C. D'accord, à proximité de ce support-là. Donc je dirais un peu plus bas, à 0,45. Si ça vient par là, les taux, je repars à l'achat. Sinon, invalidation du break, hein, encore une fois. L'invalidation d'un signal vendeur est un signal acheteur, ce qui fait que c'est soit on vient dire bonjour ici et je mets un achat. Hop, voilà. Soit on revient chercher le niveau de breakout et c'est un trade en breakout. Ok. Pour la semaine sur les taux, je ne trade toujours pas le 10 ans. Hein, j'ai dit je ne trade pas ici. Par contre, ici, si on arrive sur les zones target, c'est-à-dire la structure en daily. Une fois que la structure en daily va s'épuiser, c'est-à-dire là, elle est en breakout. Donc normalement, elle va continuer de monter, consolider. D'accord ? Là, elle va consolider, chercher un pullback. Et ici, normalement, on devrait arriver sur des structures TP ou exit. Et quand ça arrivera ici, hein, évidemment, il recherche un scénario vendeur, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça, on en a parlé. Gold, évidemment, ça s'apprécie et c'est parfait. C'est pas pour me déplaire. On vient chercher la target du break et c'est ici que tout se joue. À savoir, donc, après cette structure de cassure, on est bien confirmé. Est-ce qu'on va venir dire bonjour au support pour valider ou non ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on arrive sur des premières zones target. Donc, je vais surveiller les actions de prix en 2 heures pour voir comment le marché s'approche de ces niveaux. Et ça ne donne pas le moindre signe de faiblesse. Donc, je pense qu'on est dans un beau marché bien boule et qu'il faut le laisser faire gentiment. Ok, donc, moi, je reste haussier du gold.
sur le gold, pas de souci, c'était un scénario escompté. On a passé des mois ici à attendre pour que cette connerie revalide. On a bien retrouvé du support sur des obliques de long terme. Donc je vous ai dit, dans la structure de prix, comme on réagit sur des niveaux de long terme, on va dire de moyen long terme, bah évidemment ceux qui ont joué ces scénarios-là, ils vont garder les trades à moyen long terme. Donc la raison pour laquelle aussi, moi également, les trades de gold, je vous ai dit, je vais les tenir plusieurs trimestres. C'est pas un petit achat gold spéculatif pour faire mes muses pendant 2 semaines et jouer sur la cassure que j'ai pris. Hein. C'est vraiment des scénarios qui pour moi peuvent tirer sans grande peine 1300 et on va voir si on peut même derrière casser les 1400, 1500. Si derrière, en phase récessive, le marché décide d'acheter du gold, hein, ce qui est absolument pas une certitude. Mais ici, je prends des achats parce que tout simplement les prix sont cadeaux. Donc le compte doit être content ce matin, hein, quand je vois ça là, effectivement le compte est content. Hein. Donc je suis à 1,5 en levier sur le gold pour l'instant, donc ce matin ça veut dire que j'ai déjà gagné pratiquement 1,60, 1,70 déjà là net, rien qu'à l'ouverture du compte ce matin. Il y en a aussi sur le silver, donc voilà, hein, c'est des scénarios qui se déroulent plutôt pas mal ce matin. Allez, l'US Oil, on avance parce que j'ai pas 4 heures ce matin. D'ailleurs je ne serai pas là cet après-midi, hein, je dois m'occuper de mon fiston. Donc ne vous inquiétez pas au délai de réponse au mail. Hop, on va nettoyer un peu, j'aime pas trop cette structure là. Qu'est-ce qu'on a sur ce marché US Oil? Ok, on avait dit quoi là-dessus? Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? Alors je pense qu'on a terminé. Ah voilà, on a terminé un swing vague 3. Voilà, c'est ça. Le swing majeur vague 3 hebdomadaire, je pense c'est fini. On voit bien les phases ici de volatilité qui ne permettent plus de s'installer au-dessus des résistances. C'est-à-dire que vous voyez, normalement ça aurait dû être support, ça ne l'est pas non plus. Je pense qu'on tergiverse un peu dans cette zone, mais qu'on se dirige à la baisse sur ce marché. Donc comme on avait dit, voilà, c'est un scénario 2 heures, c'est ça. Donc en 2 heures, ici l'objectif c'était de dire, ici on avait le soutien bullish, on avait joué le trade en cassure, parfait. Maintenant, je pense attendre le pullback pour retrouver un cycle vendeur, puisque là, c'est plus du tout intéressant de se positionner vendeur. Donc voilà, un minimum là. Je vais déplacer cette alerte, elle me semble beaucoup trop haute. Je dirais minimum le haut de la dump zone ici, pour essayer de jouer des scénarios de vente. Et pour l'instant, tant que ça casse pas ça, et je pense qu'il faut aller chercher plus bas que ça, il faut aller chercher ici. Tant qu'on ne vient pas chercher ça, je ne vois pas non plus de scénario plaçable. Ici, on essaie de former un support. Hein, je pense que ça peut aller un peu plus bas. Je mettrai l'alerte là d'ailleurs. Voilà. Hop. Ouais, simplement, là je vais à la va-vite, hein, je n'ai pas le temps de faire une analyse complète. Simplement ici je vois bien la zone de cassure. Donc tant que ça ne vient pas chercher ça, c'est que le marché n'a pas encore de volonté baissière et c'est plutôt bon signe. Hein. Je rappelle, les comos font vraiment des vagues 5 étendues. Donc normalement ici j'ai envie de voir une impulsion en 5, enfin une vague en 5 impulsions. Et j'ai envie de voir un truc comme ça, voilà, un overlap 1,4. Donc je dirais un truc comme ça vient par là et derrière on envoie une 5 étendue. C'est ça que j'aimerais voir, hein, voilà. Ici, une vague de tendance qui parviendra donc à enfoncer ce support. Voilà. Donc le schéma, ce serait vraiment un truc comme ça. On vient chasser ici, on vient dire bonjour au support ici, on crée la vague 1, et derrière, on se consolide en 2 vagues. Hein. Donc le schéma, c'est ici une consolidation à venir. On ne sait pas quelle forme elle va prendre, mais on sait que normalement, on va venir visiter ce niveau. Et si j'anticipe pour le moment 5 vagues, donc plutôt une structure de type ABC. C'est-à-dire derrière, ça fait A, B, C et terminé. Voilà. J'essaie de jouer la première impulsion baissière pour revenir dire bonjour aux 65 $. Une fois qu'on arrive là, il ne faut bien évidemment plus être vendeur du S-Oil et essayer de laisser le marché retracer gentiment pour revenir chercher les résistances. L'eurodoll, allez, celui-là, c'est la merde. Mais on va l'analyser très vite. Mais je pense qu'on reste dans le schéma de ce qui était escompté la semaine dernière, à savoir je m'attends à un marché très bruyant euro-dollar, un vrai edge de position, un dollar qui essaie de se maintenir fort, mais un euro qui l'est également, face à un yen qui dérouille. Hein. Donc je pense que le yen, c'est celui qui est le plus fort de loin. Il voyez bien l'USD yen comme il s'en prend plein la patate. Donc c'est pas pour me décevoir. Encore une fois, tout ça, c'est des scénarios préparés depuis des semaines. Hein. Beaucoup me reprochent d'être très mauvais en termes de timing spéculatif. Hein. Par contre, attention, quand les scénarios ils déclenchent derrière, j'hésite pas à renforcer. Moi, hein. Je suis pas juste là pour avoir raison. Enfin, je suis pas juste là pour faire le mariole avant tout le monde. Hein. Moi, je construis des scénarios, comme ça, j'ai le temps d'installer ma psychologie dans le scénario, et quand ça valide, j'hésite pas à prendre le pognon. Hein. C'est là où je me gave, pas simplement à essayer de trouver la petite position spéculative du coin. Hein.
Donc voilà, ici le principe c'est je m'attends à du bruit. Donc pour l'instant j'attends que le marché me donne une structure, c'est-à-dire face au moins des vagues. Pour l'instant je n'ai rien à me mettre sous la dent, donc l'euro-dollar ne fait pas partie du portefeuille sauf une position spéculative à l'achat, mais c'est tout. Le GBP, gros pullback la semaine dernière, je pense que voilà, de toute façon j'ai le cycle bullish qui se met en place, je pense que je vais racheter tout simplement ce marché dès ce début de semaine, ça me semble pas inintéressant, tout simplement, ah ouais, bon, là c'est compliqué, donc on est toujours bear en contexte daily, est-ce que c'est validé au momentum? Oui, mais avec une croix, donc c'est pas génial. Bon, GBP, je pense que je vais rester comme je suis. Ça renforcer me semble pas une bonne option pour l'instant. Me semble pas une bonne option. Donc je vais rester comme ça. Je fais rien. Je sais pas. J'ai l'impression que cette structure-là est un peu pernicieuse là. Donc pas touche. Voilà. Je laisse toucher tant qu'on vient pas chercher les sommets sur GBP. Je ne ferai rien. Donc j'attends qu'on vienne chercher ici. Hop. Voilà. L'euro-yen. Allez, mon coco. Tiens, je te salue, mon cher Sylvain. Je te rappelle qu'on on a pris un bon pari tous les deux. J'ai plutôt tendance à dire que c'est pour moi pour l'instant. On verra. Donc voilà, le yen, je pense, l'euro-yen prêt à nous faire une belle structure de cassure. Donc moi, comme j'avais dit ici, le exit, alors là on le voit, bon, c'était pas un exit qu'on avait à l'époque, mais vous voyez que c'est toujours pareil. De toute façon, normalement, les indicateurs ne donnent pas forcément les mêmes signaux, mais on est plutôt d'accord. Donc sur l'euro-yen, je pense que la structure de conso, elle est probablement mature, donc je m'attends ici à la structure en breakout. Donc là, dès que ça break, je passerai en validation. On est sur la zone que je recherche. Donc là, l'euro-yen, moi, dès qu'il se met à dézinguer, ça me semble, dès qu'il se préparera à dézinguer, ça me semblera totalement mature pour jouer donc un trade en breakout avec une sortie donc du canal. Ça, c'est... alors là, on va retracer ce canal, puisque donc on a de nouvelles résistances. Voilà. Donc on va dire, hop, hop. Je vais aller chercher un apex après, mais on va se le faire. Donc est-ce qu'on est allé plus haut avant? Oui. Et là-haut aussi. Voilà. Donc l'euro-yen, pour moi, voilà le canal dans lequel on est. Le canal typique. Donc ça, je m'attends à ce qu'on lui mette une bonne grosse clacasse. C'est-à-dire que là, tout simplement, quand il va accélérer l'euro-yen, alors attention, il peut très bien vous faire encore un petit pullback. Voilà, donc c'est-à-dire que là, la gestion du risque, elle se fait au-dessus des résistances précédentes et hors du canal. Si le canal est sorti par le haut, pas bon. Voilà. Mais là, normalement, on avait bien dit ça, le marché latéralise, peut essayer de sortir un peu du canal, ce ne serait pas un problème. Il faut vraiment les stops les garder assez loin. Je dirais au-dessus du précédent cycle bear, me semble pas mal. Par contre, là, dès que ça chute, c'est bas de canal et accélération. Donc vraiment, on est là sur un marché qui va partir en ligne droite. Donc soit grâce au yen, soit grâce à l'euro, soit les deux. Voilà. Mais je pense que là, il y a une accélération à faire sur l'euro-yen. On a vu que l'euro-dollar était net, il peut très bien faire mumuse. Donc là, on peut très bien retrouver un euro-yen plus performant que l'USD-yen à court terme, parce qu'ici, il y a une zone à casser sur l'euro-yen, et ça va faire mal, parce qu'ici, il y a beaucoup de stops à déclencher, et probablement ceux de mon ami Sylvain. Maintenant, attention, je le taquine, mon Sylvain, parce que on s'était un peu charrié là-dessus, mais il n'y a pas de souci, c'est de bonne guerre, et il y a plein de fois où c'est lui qui va prendre mes stops aussi, donc il n'y a pas de problème. L'USD Yen, ça roule, il n'y a pas de souci. NZD Yen, alors toujours en train de tergiverser sur le support. Donc celui-là, il faut le laisser faire mumuse. Mais j'ai vraiment envie de voir un NZD qui baisse. Et on a des catalyseurs, du coup, cette nuit. Malheureusement, si le NZD se met à monter, ça va faire retracer le NZD Yen et ça va m'emmerder sur la UDNZD. Donc c'est un des cas possibles. Et c'est la raison pour laquelle cette nuit, je vous dis, je serai donc devant les écrans pour jouer ce catalyseur-là. Parce que là, on est sur des zones charnières très intéressantes, très importantes. Et ça il va y avoir un choix à faire. Voilà. Cette nuit, il va y avoir un choix à faire sur les paires catalysées NZD et la UDNZD. Donc NZD Yen et AUDNZD, parce que soit le NZD Yen tout simplement s'effondre, parce que donc le NZD cette nuit fait moche, et dans ce cas-là, si ça fait moche, c'est bam, et là ça va chuter fort, donc dans ce cas-là, il y a des renforts à prendre sur le NZD Yen, et la UDNZD va casser sa résistance, donc il y aura des renforts aussi à faire sur la UDNZD. Problème, si le NZD est trop fort, ça risque de casser les supports de la UDNZD, donc ici il va y avoir malheureusement des prises de profit à faire pour réduire les leviers et racheter plus bas. Voilà. Et le NZD Yen risque de consolider plus profondément pour aller chercher des zones de prix attractives. Donc il y aura peut-être des renforts NZD Yen à prendre encore après. Bon, pas dans la nuit, je pense pas, mais voilà. CAD Yen.
Voilà, ça on est pas mal, ça travaille toujours. J'aimerais bien ici avoir un petit repli sur cette structure de TP. Maintenant, ça peut sans problème continuer, hein. Je vous rappelle, TP, c'est le cycle qui freine les prix, mais qui ne les arrête absolument pas, hein. Il n'y a pas plus faible qu'un cycle TP. Donc on va voir. Donc on a fait le tour, hein, globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais à traiter. Donc les actions, voilà, hein, pour le moment, ça essaie de sauvegarder les meubles. General Electric, tiens, est-ce qu'on est sur des prix intéressants en pullback? Ça va pas tarder, hein, voilà. General Electric, ça me paraît pas inintéressant dans les prochains jours, là. Ça me paraît pas inintéressant. Voilà. Donc la structure, ça semble être celle d'une leading diagonal, c'est-à-dire on monte en deux vagues, hein, 1, 2, hop, là 1, 2. Donc je dirais la structure haussière se construirait comme ça, 1, 2, 3, 4 dans la une, donc 5. Voilà. Ouais, peut-être que par là. Bon, l'objectif, c'est quand même d'aller dire bonjour, normalement, au moins à cette résistance, d'essayer de la briser, et je pense venir chercher cette zone-là. Donc ça me paraît pas mal, hein, là, de gérer le point 4, donc avec un stop sous le point d'origine, mais en gestion du risque, là, en renfort, hein, donc en trade spéculatif. Je rappelle qu'ici, moi, il y a du buy and hold sur, enfin, c'est la zone en buy and hold sur General Electric. Ça n'empêche pas un peu de spéculation. Moi, il me semble que franchement, ici, c'est très intéressant de se positionner avec un achat, hein. Donc voilà, essayer un petit achat aujourd'hui sur ce truc-là. Une entrée spéculative à jouer donc sur cette zone de prix. Ça me semble pas inintéressant. Hein. Je ne sais pas à quel prix on va rouvrir aujourd'hui sur General Electric. Je n'ai pas acheté avant le week-end, mais là honnêtement on est sur des zones de prix assez intéressantes sur cette action. Donc pour un trade spéculatif avec un stop sous le bottom. Hein. Voilà. Là, c'est bien un stop loss, hein, d'accord. On est bien dans un schéma de construction haussière. Si c'est haussier, ici, on peut bien évidemment mettre un stop au marché, hein. Ce n'est pas une invalidation, c'est un trade en construction d'un suivi de tendance. Tac, 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 tac. Et ben voilà, on a fait le tour. Super. Et ben écoutez, je prends vos questions et on bouge. Alors, pourrais-tu nous montrer un exemple de comment ferais-tu pour trader un scalp sur des mini-OT? Est-ce que tu exécutes? Oui, tout à fait. Non, tu utilises exactement la même chose, hein, à savoir en scalping, il te faut bien évidemment un contexte, savoir quel est le contexte de ta journée. Est-ce que c'est une journée de tendance? Est-ce que c'est une journée de range? Est-ce que c'est une journée faire ton analyse graphique et après, tes scalps, c'est tout simplement, ça dépend quel va être ton scalping. Si tu appelles scalping un trading intraday rapide, c'est-à-dire jouer des petits swings à l'intérieur de la journée, des flux entrants sortants dans la journée, ça oui, c'est compatible, parce que tu vas trader des cycles, tu vas trader ce qui correspond à ma stratégie. Si tu me fais du scalping de débilos, là, comme j'en vois partout sur Twitter, alors ça, je donne pas de nom, encore une fois, mais je suis très agressif, par contre, sur certains trucs où je sais de quoi je parle. Le scalping à nœuds, là, ceux que vous voyez avec des flèches vertes partout et qui tradent 15 000 fois dans la journée pour racler 2 pipes, ça ne marche pas, ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Je n'en connais aucun de trader qui gagne vraiment sa vie avec ça, sauf un ou deux, et ils ont une psychologie très particulière, et ça, j'ai toujours été franc avec vous. Scalper, ça attire énormément de monde. Malheureusement, tout le monde se casse les dents, sauf quelques profils très particuliers. Et ce scalping-là, je vous invite clairement à vous en écarter le plus possible. Ça vous paraît facile, ça paraît joli, le mec fait des jolis gains à coup de 2 pipes par-ci, par-là. Hein. Alors vous les voyez tous faire ça sur le DAX, hein. On va pas y aller par 4 chemins. Je préfère vous faire répondre vraiment à ta question et pas te faire de la langue de bois. Donc voilà, hein, tous ceux que vous voyez avec donc des 60 trades par jour et compagnie, soit vous les voyez publier leurs résultats tous les jours, mais alors tous les jours, hein, et le jour où le mec vous dit aujourd'hui j'ai pas tradé, j'étais malade, vous savez que ce jour-là c'est juste qu'il s'est pris un gros gadin et qu'il vous le montre pas. Donc faites très attention. Il y a quelques scalpers qui s'en sortent bien en France avec ce type de stratégie-là, mais clairement ils se comptent sur les doigts de la main et vous pouvez en amputer certains. Hein. Donc le problème c'est ça, hein, faites très attention, très peu de gens qui réussissent là-dedans, beaucoup de gens qui font énormément de conneries malheureusement, mais comme dans tout marché, hein, vous êtes un produit en tant qu'utilisateur et on aimerait bien vous former là-dedans. Donc faites attention à tous ces trucs-là. Scalper, ça ne se fait que de deux façons, soit de façon
technique, mais ça correspond à une psychologie très particulière, ce qui fait qu'il y a très peu de gens qui sont capables de tenir ça. Des mecs comme Benoît Rousseau et compagnie, ils ont une psychologie très particulière. Hein. Benoît, il n'y en a pas 50 des Benoît. Hein. Voilà, donc il faut faire attention. Il faut une psychologie particulière pour pouvoir tenir ça. Ces mecs-là sont fous. Hein. Voilà. Alors, c'est une certaine forme de folie, mais qui est compatible avec le trading sans problème. Ces mecs-là sont très bons dans ce qu'ils font. Maintenant, ils ne sont pas parfaits non plus, hein, tout le monde se plante, mais je ne recommanderais ça à personne. Voilà. Par contre, il y a un autre type de scalping qui, là, par contre, si vous faites ça, hein, pour racler du 2 pips, oui, mais n'utilisez pas de la technique. Hein. Dans ce cas-là, vous prenez un carnet d'ordre futur et vous scalpez un S&P 500, un marché liquide, et ça, c'est du scalping au carnet d'ordre. Ça, oui, ça, scalping au carnet d'ordre, ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne vous invite pas non plus à le faire. Ça demande des gros capitaux ou des prises de risque complètement folles. C'est-à-dire que c'est des leviers hallucinants. Quand vous exécutez des contrats futurs, c'est pas la même chose que de faire joujou avec du CFD. Hein. Voilà. Bon, on fera peut-être une vidéo où je vous expliquerai tout ça plus en détail. On fera peut-être une vidéo spéciale scalping. Ce qu'il faut faire, pas faire en scalping. Je sais que ça vous plaira, mais pour l'instant, j'ai pas le temps de reprendre les vidéos du mercredi. Alors... je ne comprends pas pourquoi, merci Romain, pourquoi tu achètes General Electric dans un marché baissier, tout baisse dans un premier temps, quelle que soit la réalité des entreprises. Oui, bah, tu fais ce que tu veux, je t'oblige pas à les acheter. Moi, je fais mon job et j'achète. Pour un particulier, d'investir son argent, quasi nul, c'est des comptes ségrégés. Le risque, c'est que la banque chez laquelle tu as tes comptes ségrégés soit en faillite. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours les comptes ségrégés dans des grandes banques. Hein, donc, si les grandes banques tombent, ce sera le dernier de tes soucis de t'occuper de ton compte de trading. Concernant ta petite parenthèse sur la course effrénée de la croissance de la pollution, oui. Est-ce que ta perception rationnelle des conséquences à venir te pousserait-elle à partager de près ou de loin la vision, préoccupation des survivalistes? Alors non, pour moi les survivalistes sont des extrémistes, mais dangereux, hein, presque dangereux. C'est-à-dire en fait, la différence, si tu veux, entre moi et un survivaliste, c'est que moi je considère que c'est possible, c'est-à-dire que dans ma tête, j'accepte la possibilité que ça se produise, et je vais m'y préparer, si tu veux, d'une certaine façon, dans le sens où, oui, moi j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi bouffer chez moi pour 2 mois, quoi. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais construire un bunker? Est-ce que je vais apprendre à faire du feu? Bon, je vais le faire, mais bon, tu vois ce que je veux dire? La vision de dire, il faut s'y préparer. Voilà. Non, disons que moi, j'assure le minimum de préparation à l'éventualité, mais j'ai envie de dire, à stocker des boîtes de conserve chez toi, tu peux en stocker un peu. Je veux te dire, j'ai pas un placard entier de boîtes de conserve non plus. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a le survivalisme, c'est cette idée-là, mais poussée à l'extrême. Donc moi, je suis pas survivaliste du tout. Je trouve ça stupide, même d'ailleurs. Mais par contre, ne pas être préparé du tout, c'est dangereux. Alors entre se préparer pour la fin du monde et ne pas du tout, et considérer que c'est impossible et que ça n'arrivera jamais, je pense qu'il y a un juste milieu. Moi, je me situe entre les deux. Voilà. Mais oui, l'autonomie énergétique, oui, ça fait des années que je veux installer des panneaux, mais je trouve toujours pas un mec qui va me le faire qui peut me le faire bien comme je veux. C'est super chiant en France. Soit tu fais en mode classique, c'est-à-dire tu es obligé de te faire installer par un mec qui te vend les panneaux solaires 4 fois le prix de ce que ça vaut. Et je trouve pas un mec en France capable de m'installer des panneaux solaires qui sont pas les siens. Hein. Ils veulent pas le faire parce qu'il faut mettre la décennale. Enfin bon, bref, d'autres choses. Est-ce le mec qui prépare à la fin du monde, celui qui va voter en croyant tout le monde est timbré à sa propre façon. Moi, ce qui m'importe, c'est dans tous les cas de rejeter toujours les extrêmes. L'extrême, c'est le plus dangereux qui puisse exister, et il faut trouver un juste milieu. Donc voilà, survivalisme, c'est pour moi une forme d'extrémisme, tout comme le mec qui est complètement con et qui tout simplement ne s'en préoccupe pas, soit parce qu'il n'a pas le temps de s'en préoccuper, soit parce qu'il pense que ça n'arrive pas, ou les négationnistes, hein, ceux qui disent par exemple il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de machin, les marchés sont sains, voilà, les mecs qui tout simplement réfutent tout ce qui est tellement gros devant leurs yeux et tellement dangereux. C'est-à-dire le schéma est parabolique, mais ils disent non, c'est normal, voilà, la vie est parabolique, ouais, jusqu'à ce que la parabole s'éclate, et ça justement c'est la vie, hein, l'éclatement des paraboles. Alors,
que tu analyses le BTC ou l'Ethereum, c'est pas nécessaire, ils sont dans le même ascenseur, possible, ascenseur ou, ou vide ordure, j'ai envie de dire. Donc on verra, hein, voilà. Mais c'est vraiment, je vous le rappelle, des buy and hold spéculatifs, c'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas les résistances, il n'y a rien du tout de validé sur ces scénarios. Alors, peut-on avoir des problèmes de liquidité lors de leur crack? C'est possible, mais normalement, dans une bulle, d'accord, le principe, c'est quand tu éclates une bulle, alors ce que tu appelles un bon volume, c'est que tu es un particulier, rassure-toi, tu trouveras toujours une contrepartie acheteuse, une contrepartie, mais il va de soi que, bah, évidemment, dans des contextes faiblement liquides comme ça, tu peux être embêté. Mais normalement, à moins que tu sois exposé à hauteur de plusieurs millions, je vois pas de raison à ce que tu trouves ta contrepartie. Alors, structure de bulle réalisée sur l'action paro, elle me semble différente de ce que tu nous as appris car la phase parabolique c'est réalisé avec du volume. Dans la phase stationnaire, juste avant le début du crack, il n'y avait que peu de volume. Alors, on va aller voir ce que tu nous dis. Ok, alors l'action paro. Oula, alors, déjà pense à faire le vide sur tes graphiques. Bon, ça va, tu as fait le vide. Alors, ouais, mais ça, c'est pas une structure de crack pour l'instant. Ah, si, peut-être là. Voilà. Si, là, tu as bien un marché qui craque. Hein, on est bien d'accord. Tu vois bien la chute brutale, vertigineuse, dead cat bounce, la phase de crack, la panique, la remontée, et là, tu as le marché qui s'effondre derrière. Voilà. Non, ça, c'est un pur crack. Hein, voilà. Ça, ah, mais non, mais tu es sur Ethereum, là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça, on connaît, oui, voilà. Ça, on connaît. On va y arriver. Non, c'est pas l'Ethereum ça. Si, c'est l'Ethereum. Mais c'est quoi ce time frame bizarre là sur lequel on est? Alors attends, parce que j'arrive pas à avoir ton truc. Ah oui, ok, non mais on est sur ton graphique, mais comme tu m'as partagé l'URL de ton graphique et pas l'image de ton graphique, là je suis sur ce que tu regardais, à savoir donc l'Ethereum. Et sur le... Ah oui, t'es en 2 heures là. Putain, d'accord. Je peux pas dézoomer plus que ça. Comment on va faire par où? Bon, attends, je vais le faire avec mes graphiques à moi. Hein. On va faire comme ça. Ok, on va se mettre en hebdo. Oh non, c'est pas du tout un schéma de bulle ça. Enfin, tu vois bien le truc. C'est effectivement, là, tu as un flux. Voilà, dans une bulle, il y a une construction. Là, tu n'es pas dans un actif en bulle. Hein. D'accord, tu le vois bien là en fait, tu es sur un gros actif en range. Effectivement, ici, c'est pas inintéressant d'acheter ce truc-là. Hein. Tu vois bien, bam, 2 vagues baissières, ça remonte. Ah, ça c'est très intéressant. Hein. C'est un marché qui fait 2 vagues haussières, 2 vagues baissières, 2 vagues haussières. Là, tu as un prix qui est très très cadré et très cyclique en plus. C'est pas inintéressant ce truc-là. Voilà. Ça, c'est pas vraiment pas inintéressant. Bon, après, ça restera ultra spéculatif, hein, mais effectivement, sur un machin comme ça, peut-être t'attendre un peu d'avoir la formation d'un bottom. Là, tu es sur un support, donc attention, hein, si ça l'enfonce, tu vas te faire démonter. Surtout vu le prix, hein, là, tu es à 3 euros, il suffit que ça baisse juste là et tu perds 50%. Donc, je dirais que là, il faut vraiment être patient. Mais ça réactive à la hausse, ce truc-là, ça me paraît pas inintéressant pour rejouer des achats. Des achats sur pullback et essayer de jouer une reprise haussière de ce truc-là. Entraver le marché en avant de la stock value, même qui fait monter Apple. Oui, on est sur une zone, voilà, je recherche quelque chose, Eric. Comme toujours, ne me prenez pas pour un visionnaire, je ne suis pas visionnaire du tout. Je cherche des probabilités qui correspondent à une gestion du risque. Et quand j'ai les deux, c'est-à-dire je pense que ça a une bonne probabilité de se produire et qu'il y a une gestion du risque compatible avec le trade, je trade. Si je n'ai pas les deux, je ne fais pas. C'est bien le but de la stratégie. Contexte, cadre technique. Là, on cherche à trouver les probabilités de réussite d'un trade. Et derrière, on regarde s'il y a le signal pour réduire le risque de ce trade. Voilà. C'est bien ça la psychologie derrière la prise de décision.
Donc là, le truc, c'est de dire quel est qui a entravé la marche en avant de la value stock. C'est que tout simplement, le marché, il est peut-être pas en train de faire ce que je voudrais, ou alors il fait juste des pullbacks d'abord. Hein, le marché, il va pas du point A au point B. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il aille au point B et que ça se passe dans un cadre suffisamment large pour ne jamais prendre mon stop en cours de route. Voilà. Donc pour l'instant, je sens que le marché se cherche, ce qui est normal et ce qui était escompté. Maintenant, je veux voir le marché se positionner plus sur les value stocks que sur les Apple. Pour l'instant, la journée de vendredi a été dans l'inverse. Il a dit non, moi j'achète du gros stocks et les value stocks, je m'en fous. Voilà. Donc, mais attention, le marché, avant de vous dire oui, il va faire oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Bon, ok, oui. Voilà. Donc c'est bien ça, on range avant de trouver une phase tendancielle. Si tu reprends General Electric, tout comme Apple, hein, regarde, en fait, si tu prends les deux scénarios, hop, pour moi, sur General Electric, ici, tu vois, je t'ai dit, on va ranger, et c'est que quand on cassera ça, là, c'est quand on viendra ici, que General Electric, normalement, les gens verront que ça y est, c'est là où il faut se positionner. C'est la vague 1, quoi. Ça va installer le truc, mais il y aura toujours des ouais, mais non, mais non, mais non. Apple, c'est un peu l'opposé, tu vois, si tu veux. Apple, pour moi, c'est quand on va tu vois, on va ranger là, et puis quand on va venir ici, c'est là où les gens vont dire, ok, bon, d'accord, il faut sortir d'Apple. Pour l'instant, ça veut pas. Tu vois bien, tu as bien compris le principe. Ça tente le breakout, ça passe pas. Ça va pas tarder à arriver. Hein. Pour moi, ça a toutes les raisons de partir, mais d'abord, on emmerde le monde. Voilà, c'est bien ça la psychologie pour moi. Alors, tu parles de ne pas trader sur breakout en parlant du Ripple. Tu peux expliquer en détail à quoi correspond ne pas trader sur breakout. Alors, à 5 minutes, tu parles de ne pas trader sur breakout en parlant du Ripple. Ah oui, en intraday. Oui. C'est-à-dire que si vous faites de l'intraday et que vous tradez sur breakout, c'est l'enfer sur un truc pareil. C'est pas possible. On est sur une zone de spéculation à long terme sur les cryptos. Il faut surtout pas s'amuser à faire de l'intraday là-dedans. Hein. C'est la fin. Vous êtes juste mort si vous faites ça, quoi. On voit toutes les bulles qui éclatent, ce Nasdaq qui se prépare à exploser bien comme il faut. As-tu personnellement pris des décisions afin de protéger de l'effet domino? Oui, ça s'appelle prendre mon portefeuille spéculatif à la vente. C'est-à-dire que moi, si ça vend partout, c'est cool. Voilà, je vais prendre de l'argent sur mon portefeuille spéculatif, c'est tout. Alors, qui fera monter le Bitcoin sera pour le mois prochain avec le BACT. Donc je propose qu'il y aura un prochain... Possible. On verra. Moi, je ne fais pas les catalyseurs, je ne fais pas le blabla, en fait. La partie analytique, la partie analysme, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, l'analysme, c'est-à-dire l'art d'analyser un truc qui se produit déjà. Ça m'intéresse absolument pas. C'est pas mon métier. Voilà. C'est encore une fois pas une critique, c'est le métier de beaucoup de gens qui sont très compétents pour certains et complètement incompétents et dangereux pour d'autres. Mais on ne peut pas encore une fois faire un amalgame et mettre tout le monde dans le même panier. L'analysme, c'est un métier que je ne pratique pas du tout. Moi, je suis un vilain méchant spéculateur, c'est-à-dire que moi, ce qui se produit, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que je l'ai vu avant et que je sois déjà positionné. Au risque évidemment de moi me planter près d'une fois sur deux, là où évidemment l'analyste lui ne se plantera jamais, puisque quand il a tort il n'a qu'à retourner sa veste, ce que moi je ne fais pas évidemment, puisque je suis obligé de poser mes couilles sur la table avant même qu'une chose se produise. Une analyse du GRS, j'ai pas le temps, je suis désolé. Non plus pour le Dash, et les zones de prix de volume. Alors, avec le moment où vous regardez les zones de prix de volume a été laissé, vous pouvez nous résumer les règles de base de cette méthode. Alors non, c'est un affinage. Moi, on ne fait en aucun cas une méthode sur ce truc-là. Moi, c'est tout simplement, ça me permet d'affiner. L'utilisation du volume profile me donne des prix plus précis et ça va corroborer des scénarios, mais c'est jamais ça le décideur. Voilà. Donc c'est pas essentiel. Tu peux tout à fait faire sans. Ça amène juste un peu de précision. Mais je ne vous conseille pas de vous disperser au début. Au début, il faut vraiment... Là où il y a de la valeur, là où vous avez des choses à apprendre, c'est apprendre la stratégie. À bien apprendre à respecter systématiquement vos 3 étapes et à bien les maîtriser. Quand vous maîtrisez bien les 3 étapes, après vous pourrez agrémenter, mettre des épices par-dessus, type volume profile. Mais si vous vous dispersez, en fait, les choses à apprendre et à maîtriser sont quand même assez nombreuses. Et je pense qu'il vaut mieux vous entraîner à maîtriser ces choses-là que d'essayer directement de dire je maîtrise et je passe à autre chose. Voilà. Il faut bien maîtriser. Et souvent, vous avez une fausse perception de la maîtrise des choses. Alors, as-tu quel réglage pour ton momentum? Les réglages de base, toujours. Alors,
est-il dans le vrai, notamment qu'une monnaie doit être stable, ce qui n'est pas le cas des cryptos? Oui, dans ce cas-là, on est totalement d'accord. C'est pour ça que je pense qu'on est en cycle de maturation des cryptos et que tous ceux qui pensent encore to the moon sont juste complètement fumés et fondus du bulbe. Mais par contre, qu'on ait un nouveau cycle haussier, oui, qu'il aille légèrement au-dessus des résistances, c'est possible, qu'il ne parvienne pas à franchir les résistances, c'est possible également, mais je veux voir ces monnaies s'installer dans des ranges, c'est-à-dire stabiliser leur valeur pour devenir de vraies valeurs d'échange, des vraies monnaies en fait, tout simplement. Alors, pourquoi on ne peut pas envisager ce scénario sur Euro-Yen? On peut probablement envisager tous les scénarios, un scénario est un scénario, hein. Je n'ai pas dit que... Alors, oui, c'est possible. Alors, attends, il faut vraiment bien dézoomer là parce que, voilà, pour moi, le problème c'est que sur l'euro-yen, le triangle, d'accord, une structure de consolidation en triangle, il faut chercher à partir de quel moment tu comprimes. On comprime déjà depuis là, ce qui fait que pour moi, la trendline, elle est là, d'accord, ici et ici. Et effectivement, celle-là, elle a permis de trouver ce bottom temporaire, mais ici, je m'attends à tac, 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 et on vient chercher la majeure, celle qui part de là. Moi, c'est mon scénario. Alors attention, celui-là est possible, mais il me semble qu'il n'est pas viable. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas celui que je trade. Je suis obligé de faire un choix. Un choix, ça veut dire émettre un jugement, ça veut dire qu'on peut se tromper. Voilà. Mais c'est comme ça. Et ne vous emmerdez pas avec ces trucs-là. Ça n'a rien à voir avec fondamentalement ce machin et bidal. C'est dire, voilà, pour moi, techniquement, ce marché n'est pas mature pour être bullish. Maintenant, il le sera probablement ensuite. Mais pour l'instant, il y a probablement une demande sur des prix plus attractifs sur l'euro-yen et qui se trouvent donc plus bas. Et on verra. Alors, d'habitude, il y avait 0,10 $ de différence entre le BTC. Ce matin, la différence est passée. Pourrais-tu nous expliquer d'où ça vient? La liquidité, tout simplement. Ça veut dire qu'effectivement, on arrive sur les phases où la volatilité va revenir de façon naturelle parce que le flottant n'est plus suffisant dans ces marchés. C'est-à-dire que tous les petits spéculateurs de court terme, à force d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, on fait face à des acheteurs de long terme qui, eux, ont fait j'achète et je t'emmerde, je garde. Donc quand vous avez ça, tout simplement, la partie qui circule en BTC se réduit de jour en jour parce que tout simplement, petit à petit, le volume se transfère entre les spéculateurs de court terme qui font des allers-retours et ceux qui vont garder, buy and hold, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grande partie de la capitalisation des cryptos qui est immobilisée. C'est-à-dire, elle est dans la main de gens comme moi qui ont fait buy and hold et qui ne lâcheront rien, même si ça baisse de 20-30% à la baisse. Voilà. Ça part de 20-30% à la baisse, on s'en fout. Nous, on fait buy and hold. Donc, on a dit, moi, je lâche rien tant que c'est pas à zéro. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi. Et quand vous avez ça, tout simplement, ça crée une structure de prix particulière qui fait que, en fait, la partie circulante de la monnaie est de plus en plus faible. Et elle arrive à un point très dangereux où en fait tout simplement elle va devenir volatile naturellement parlant parce qu'il y en a très peu qui circulent, ce sont les mêmes bitcoins qui s'échangent entre guillemets entre spéculateurs et au bout d'un moment tout simplement ça tire les prix vers le haut en général, c'est-à-dire que ça amène de la volatilité, mais de la volatilité qui normalement se redirige vers le haut puisqu'on ne relibère nos bitcoins que s'ils montent. Vous avez bien compris le principe. Le buy and holder, il s'en fout, il ne relâchera jamais son bitcoin sauf s'il monte. Donc le principe, c'est qu'au bout d'un moment, le marché va vouloir de la liquidité. D'abord, il va être volatile, puis il va chercher la liquidité, et au bout d'un moment, il finira par aller chercher, je pense, des résistances pour que tout simplement les buy and holders puissent sortir une partie de leur cash, puissent relâcher de la capitalisation. Voilà. Après, c'est un schéma. Je n'ai pas dit que ça allait se passer comme ça, mais moi, c'est ça que je trade. C'est en ce sens-là que je spécule. Voilà, messieurs, je vous remercie de vos questions. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à demain. Bye bye.